Il est 13 h. Bonjour à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi. À Paris, dans la capitale française, où il séjourne dans le cadre de la célébration des 75 ans de l'UNESCO et du Forum de Paris sur la paix, le chef de l'État Alassane Ouattara s'est entretenu avec la première ministre de Tunisie. Leurs échanges ont porté sur le renforcement des relations de coopération qui existent entre leurs deux pays, ainsi que bien d'autres sujets. Des échos de cette audience dans cette édition. Le Premier ministre Patrick Hachi et les organisations de jeunesse réunies autour d'une table pour échanger, se parler autour de questions qui préoccupent le gouvernement et la jeunesse, et surtout les actions entreprises par le gouvernement pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. C'était hier vendredi à la primature. Le 13 novembre 2015, en France, des attaques visaient le Stade de France, des terrasses et la salle du Bataclan à Paris. Attentat revendiqué par l'organisation terroriste État islamique Daesh. L'instant sera au souvenir ce 13 novembre en France. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette demi-heure d'information. Direction Paris, la capitale française, où le chef de l'État, Alassane Ouattara, séjourne. Le président de la République, Alassane Ouattara, prend part à la célébration des 75 ans d'UNESCO au Forum de Paris sur la paix. Hier vendredi, le chef de l'État s'est entretenu avec la première ministre de Tunisie. Leurs échanges ont porté sur le renforcement des relations de coopération qui existent entre leurs deux pays, ainsi que bien d'autres sujets. Je vous invite à suivre un extrait de leur entretien. Monsieur le Président, je voulais vous dire combien les relations entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie sont cordiales, tenues, fortes. Et je vous ai transmis lors de notre entretien les salutations d'amitié de Monsieur le Président Kais Saied, et de vous inviter encore une fois au sommet de la francophonie qui se tiendra au mois de novembre 2022 à Djerba. Et je sais que Djerba est une île qui vous tient véritablement à cœur, et également vous inviter au sommet de Tokyo sur le développement de l'Afrique qui se tiendra également au mois de septembre prochain. Merci infiniment, Monsieur le Président, pour votre amitié, pour les instants très précieux. Nous avons parlé aussi de diplomatie économique, nous avons parlé d'opportunités dans le domaine pharmaceutique, mais également dans le domaine d'agroalimentaire, et de tout ce que nous allons faire ensemble pour booster des initiatives des jeunes Tunisiens et des jeunes Ivoiriens, et bien entendu tous les aspects sécuritaires qui nous lient. Voilà le président de la République Alassane Ouattara qui, rappelons-le, a pris à part hier vendredi dans l'après-midi à Paris, en France, aux côtés de plusieurs de ses homologues à la célébration du 75e anniversaire de l'UNESCO, une cérémonie marquée par plusieurs interventions au cours desquelles les actions de l'UNESCO au service de la paix, de l'éducation, de la science, de la solidarité entre les peuples et la protection du patrimoine culturel de l'humanité ont été magnifiées. L'UNESCO, organisation onusienne créée en 1946 sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale, qui aspire à construire la paix via la culture, la science et l'éducation. Et avant la célébration des 75 ans de l'UNESCO, un segment de haut niveau a été organisé par l'institution onusienne et le gouvernement français. Cette réunion mondiale a porté sur l'impératif d'investissement en tant que moteur de la reprise de l'éducation dans un contexte de crise de la Covid-19. Cet impératif est vu par tous comme facteur d'accélération de l'agenda éducation 2030. L'on a pu noter l'intervention en présentiel du président français Emmanuel Macron. Le président de la République Alassane Ouattara, lui, s'est exprimé à travers un message vidéo. Walter Amadou Ouattara. À ce panel de haut niveau, présidé par la directrice générale de l'UNESCO, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation s'est prononcée sur la relance de l'école suite aux perturbations du système scolaire par la crise sanitaire de la Covid-19. Nous réaffirmons l'engagement de la Côte d'Ivoire et de notre gouvernement à œuvrer pour accélérer l'atteinte de l'objectif de développement durable 4 de l'agenda mondial 2030 après cette crise sanitaire liée à la pandémie à Covid-19. Notre volonté d'assurer une éducation de qualité, inclusive et équitable, et des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie est manifestement exprimée dans l'appellation du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation du gouvernement du Premier ministre Patrick Hachi.
Des idées soutenues par la directrice générale de l'UNESCO. Nous devons aussi réinventer notre façon de coopérer, de travailler ensemble. États membres, organisations internationales, régionales, société civile, communautés éducatives. C'est dans cette optique que je me réjouis que le G20, dans sa dernière déclaration, accorde une place toute particulière à l'éducation, en appelant à renforcer la coopération mondiale pour ce droit humain fondamental qui soutient tous les autres. Ce segment de haut niveau de la réunion mondiale sur l'éducation pour susciter un élan politique mondial par un impératif d'investissement a bénéficié de la participation de plusieurs chefs d'État en présentiel comme en intervention vidéo. Retour sur les temps forts des discours des présidents de la République de France et de la République de Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire voudrait pouvoir compter sur la solidarité internationale pour l'accompagner dans la réalisation des objectifs de développement durable. Au nom du peuple de Côte d'Ivoire, je soutiens l'appel de la déclaration de Paris à investir dans l'éducation pour l'avenir de l'humanité et de la planète. Consacrer au moins 4 à 6% du produit intérieur brut à l'éducation. Consacrer une part plus significative des plans de relance nationaux à l'éducation. Augmenter le volume, la prévisibilité et l'efficacité de l'aide internationale à l'éducation, pour ainsi forger un droit à l'éducation de qualité pour chaque enfant et consacrer l'éducation en tant que bien public et commun. Derrière ces principes, ce sont donc des réalités qu'il faut mettre, des engagements budgétaires et des choix clairs dans chacun de nos pays, mais aussi pour mieux structurer notre aide publique au développement, notre investissement solidaire. Cette réunion mondiale, co-organisée par l'UNESCO et le gouvernement de la France, a eu pour thème « Investir maintenant pour la reprise et le futur de l'éducation ». Walter Amadou Ouattara, envoyé spécial à Paris, ici en Côte d'Ivoire, du côté de la primature, le Premier ministre Patrick Hachi, les organisations de jeunesse réunies autour d'une table pour échanger, se parler autour de questions qui préoccupent le gouvernement et la jeunesse et surtout les actions entreprises par le gouvernement pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. C'était hier vendredi à la primature, une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des échanges périodiques du chef du gouvernement Patrick Hachi avec les acteurs de la vie politique. C'est ce que nous dit Alexis Outraogo. Ce vendredi à la primature, place à la jeunesse. Parlons-nous franchement. Il y a peut-être des choses qu'on fait sans qu'on sache qui vous pénalisent alors qu'en fait, nous, on le fait de bonne foi. Patrick Hachi partage son déjeuner avec des jeunes issus de divers secteurs. Une approche qui autorise des échanges conviviaux sur des sujets d'intérêt commun. La démarche, elle, séduit. Parfois, nous sommes à des niveaux où nous n'avons pas forcément les bonnes informations. Nous ne savons pas qu'est-ce qui est fait pour préparer l'avenir pour nous, pour préparer le système pour nous. Alors peut-être on peut se plaindre, on peut ne pas comprendre les choses, mais ce genre de débat sincère, quand nous disons nous avons besoin de ça, nous voyons ces choses dans l'environnement et qu'on nous apporte des éléments de réponse, on nous rassure, voilà ce que nous sommes en train de faire, voilà ce que nous avons déjà fait et voilà ce que nous allons continuer de faire pour vous. Et nous espérons qu'on aura encore des sessions comme ça pour pouvoir échanger avec nos autorités. Je pense que c'est une grande première et c'est quelque chose qu'il faut encourager. Après son grand oral de la semaine, il a rencontré les jeunesses ivoiriennes et je pense que c'est quelque chose qu'il faut encourager. C'est vrai que on n'a pas pu avoir tout le monde, mais je pense que tout le monde était représenté. Nous avons apprécié l'esprit d'ouverture avec lequel il a accepté nos préoccupations, nos allocutions et même nos propositions. Et puis nous sommes fiers qu'il souhaite perpétuer ce cadre. Parler des actions entreprises par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie et de travail des jeunes, s'enrichir mutuellement par un discours de franchise, voilà l'essence de ce rendez-vous qui devrait s'ouvrir à bien d'autres secteurs. Voilà, des jeunes heureux d'avoir été reçus par le Premier ministre. Et dans cette dynamique, il ne faut surtout pas perdre de vue l'essentiel. Continuez de rester vigilants. La Covid-19 est encore présente en Côte d'Ivoire.
Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier, vendredi 12 novembre 2021, 10 nouveaux cas de Covid-19, 22 guéris, 0 décès. À la date du 12 novembre 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 61 496 cas confirmés, dont 60 353 personnes guéries, 700 décès et 443 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 455 436. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique invite toutes les personnes âgées de plus de 18 ans à se faire vacciner. Et puis, la journée mondiale de lutte contre le diabète est commémorée ce 13 novembre 2021. L'édition 2021 de cette commémoration est marquée par une sensibilisation du grand public sur les stratégies à mettre en œuvre pour prévenir cette maladie et la traiter. Une célébration qui coïncide avec le centenaire de la découverte de l'insuline. À l'occasion du message du gouvernement, le ministre de la Santé, Pierre Damba, exhorte les populations à risque à se faire rapidement dépister pour une prise en charge précoce de la maladie. Jean-Marc Tchachi. Le diabète, maladie silencieuse, figure parmi les 10 causes de décès dans le monde. Cette maladie survient lorsque le pancréas est incapable de sécréter l'insuline en quantité suffisante. En Côte d'Ivoire, la prévalence nationale des personnes âgées de 20 ans est estimée à plus de 6,2% selon les chiffres de l'OMS. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du diabète, Pierre Damba affiche l'engagement du gouvernement dans la lutte. Conscient de l'ampleur de ce problème, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a inscrit le diabète dans son plan national de développement sanitaire 2021-2025 et dans le plan stratégique intégré de prévention et de prise en charge des maladies non transmissibles 2015-2019 en déployant plusieurs efforts selon une approche multisectorielle et ce pour lutter contre cette maladie. Ainsi, à l'occasion de cette journée mondiale, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite la population à adopter un mode de vie sain pour prévenir la survenue du diabète de type 2, à connaître les signes précurseurs du diabète ainsi que les facteurs de risque, notamment le surpoids, l'alimentation malsaine, le tabagisme, la sédentarisation et l'alcool. 100 ans après la découverte de l'insuline, la mortalité prématurée des personnes atteintes du diabète reste encore élevée. Une situation qui s'explique par des difficultés d'accès aux soins. En Côte d'Ivoire, plusieurs centres et unités de prise en charge du diabète chez les adultes et les enfants ont été créés depuis 2012. Des activités adaptées à différents publics ont été mises sur pied, à savoir, entre autres, des émissions de radio et de télévision, des événements sportifs, des séances de dépistage gratuits, un symposium scientifique et des expositions consacrées au diabète. J'appelle toute la population à participer aux activités prévues tout au long du mois de novembre, mois du diabète. Approprions-nous la question des maladies chroniques, en particulier le diabète, afin d'atteindre la cible 3.4 des objectifs pour le développement durable. Encore une fois, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, dans ce contexte sanitaire dominé par la pandémie à Covid-19, invite les personnes souffrantes de maladies chroniques à se faire vacciner. Et on reste dans le domaine de la santé. La Corée du Sud, via son ambassadeur en Côte d'Ivoire, offre à notre pays 1199 pèse bébés, des dons pour soutenir l'action du gouvernement dans l'amélioration de l'offre sanitaire, dont réceptionné par le ministre de la Santé Pierre Damba, qui s'est saisi de l'occasion pour procéder à la remise de 10 fourgonnettes et 42 véhicules de type 4x4, du matériel roulant pour aider au transfert des patients dans les centres hospitaliers les plus reculés, des véhicules acquis sur le budget de l'État ivoirien qui ont été remis aux directeurs centraux et régionaux et à 10 districts sanitaires qui permettront d'améliorer les conditions de travail des agents et responsables de santé. Mahama Traoré. La Corée renforce sa coopération avec la Côte d'Ivoire dans le domaine sanitaire. Elle fait don de 1199 pèse-bébés au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Selon l'ambassadeur coréen, ce geste vise à accompagner la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le paludisme. Ce don pourrait contribuer en partie à la santé et au bonheur des enfants ivoiriens. Le paludisme est une maladie qui consiste toujours une grande menace à la vie des êtres humains. À la réception de ces dons, le ministre a traduit sa reconnaissance aux pays donateurs. Séance tenante, il a remis 10 fourgonnettes et des véhicules de type 4x4
afin de renforcer les capacités logistiques des structures sous tutelle. Chaque fois que le besoin se fait sentir par rapport à nos activités sur le terrain de supervision, de distribution de médicaments et tout, il y avait un problème, il y avait un nœud. Et aujourd'hui, avec l'apport de ce matériel-là, on aura quand même une épine enlevée de notre pied parce que ça nous facilite vraiment la tâche. Selon le rapport de l'OMS, le paludisme représente la première cause de morbidité avec 33% des motifs de consultation. Grâce aux efforts consentis par le gouvernement, le nombre de décès liés au paludisme est passé de 3222 cas en 2017 à 1319 cas en 2020. Pour autant, il faut intensifier la lutte, selon le ministre Pierre Demba. Le plan national de développement sanitaire 2021-2025, en cours de finalisation, nous donne un faisceau de défis qui nous attendent. Au cœur de ces défis figure l'élimination du paludisme, à l'exemple de la Corée du Sud il y a 50 ans. Les fourgonnettes permettront aux directeurs départementaux d'acheminer les intrants, surtout les moustiquaires, dans les formations sanitaires, en vue d'améliorer l'accès à ces produits par la population. Les véhicules permettront d'accroître la mobilité des directeurs régionaux dans leur mission de supervision et d'encadrement, ainsi que d'inspection et contrôle. Les PSBB seront confiés aux agents de santé communautaire pour la prise en charge intégrée du paludisme, de la pneumonie, de la diarrhée dans les villages situés à plus de 5 km d'un centre de santé. Pour un système de santé performant, l'État s'engage à doter les formations sanitaires de moyens nécessaires en vue de parvenir à l'atteinte des objectifs assignés. Pierre Demba s'offre ainsi chaque occasion pour inviter les populations à se faire vacciner contre la maladie à coronavirus. Et puis, mesdames et messieurs, cette information, les postes téléviseurs encore abonnés au signal analogique ne recevront plus d'images. À compter de ce 13 novembre 2021, le préfet de la ville d'Abidjan a procédé à l'extinction du signal analogique au centre émetteur de la commune d'Abobo. C'était en présence du maire de cette commune et du président du conseil d'administration de la société ivoirienne de télédiffusion IDT. L'extinction du signal analogique dans le Grand Abidjan et ses environs marque le passage définitif à la télévision numérique terrestre. Patricia Omouetia. Extinction du signal TV analogique ce jour au centre émetteur d'Abobo. Le passage à la TNT pour tous est définitivement bouclé, mission accomplie par le préfet d'Abidjan. Annoncée depuis de nombreux mois, l'extinction du signal télévisuel analogique dans le Grand Abidjan et ses environs est aujourd'hui effective. Comme il faut vivre son temps, étant dans un monde dynamique, nous avons procédé à l'extinction du signal analogique. Et donc nous sommes nostalgiques, mais nous sommes heureux aussi de savoir que vos téléspectateurs qui deviennent de plus en plus exigeants vont avoir des images de belle qualité et nous serons au rendez-vous du dernier du soir au niveau du monde. Pour le PCA de la Société ivoirienne de télédiffusion IDT, il est donc nécessaire d'être convenablement équipé d'un kit de réception pour continuer à recevoir la télévision chez soi. Nous avons commencé une campagne depuis longtemps pour que les téléspectateurs soient informés qu'aujourd'hui, 13 novembre, c'est la fin du système analogique. Toutes les précautions ont été prises. Les nouvelles télé sont arrivées, les anciennes télé ne rentrent même plus dans le pays. Les antennes, le gouvernement a fait en sorte que vraiment ça soit à un prix raisonnable. Et aujourd'hui, 85% de la population ivoirienne est couverte par la TNT. Avec l'extinction du signal analogique dans le Grand Abidjan et ses environs ce 13 novembre 2021, la Côte d'Ivoire a définitivement basculé dans la télévision numérique et clôt ainsi un processus de 2 ans qui, selon ses responsables, s'est déroulé sans heurts. Les Ivoiriens ont peu à peu adopté la TV numérique qui, entre autres, leur a permis de recevoir un plus grand nombre de chaînes gratuites et d'avoir une meilleure qualité de réception d'images et de sons. Et puis, mesdames et messieurs, voici 30 ans cette année que la radio Fréquence 2, chaîne de radio du groupe RTI, égaye vos journées, vos soirées, vous accompagne via des programmes alléchants pour célébrer cet anniversaire. Animateurs et techniciens sont allés à la rencontre des auditeurs de la ville de Jacquesville. Au menu des festivités, des émissions sur les problématiques locales, des jeux et concerts, objectifs, communier avec les éditeurs et surtout les auditeurs, une proximité avec la population de l'intérieur du pays qui sera désormais accentuée selon Mariam Koulibaly, la directrice de Fréquence 2. Reportage. 1991-2021, il y a 30 ans, Fréquence 2, la deuxième chaîne de radio du groupe RTI, émettait sur les ondes.
Des noces de perles célébrées ici à Jacquesville, place Djerabou, avec des émissions au plus près des auditeurs. Et ce sont eux qui en parlent le mieux. Je suis les émissions du sport. Par moment, je suis aussi la politique. Chaque matin, je vais sur Fréquence 2 avoir les informations du pays avant de sortir de ma maison. Et nous prions pour que cette radio continue d'émerger, de se développer et de croître avec beaucoup d'émissions innovées. Du divertissement, mais aussi des échanges sur les questions de développement local dans l'émission Toute la ville en parle, animée par Serge Willy. Une radio, c'est aussi de la proximité. C'est aussi le rapprochement avec les auditeurs qui sont les clients. Il faut les écouter, il faut aller vers eux, il faut prendre leurs préoccupations pour pouvoir orienter la vie de la radio. Il est 17h quand l'émission des grandes écoutes Place Publique prend le relais. Adam Daïko, Clé, Agoulé et les autres chroniqueurs dépeignent l'actualité avec humour. J'ai vu naître Fréquence 2 et après je suis parti, je suis revenu pour Place Publique. C'est pour moi un moment de dire merci à tous ces auditeurs, merci à la RTI, parce que c'est à l'Ocodrome de Fréquence 2 du groupe RTI qui a révélé Adama Daïko. La radio et la télévision vraiment sont des outils qui révèlent les artistes. Parce que tu peux avoir un talent, mais si on ne te met pas la lumière, bon. Et la radio, elle va plus loin que la télé. Fréquence 2, Place Publique, chez nous le linge sale se lave en public. La 30e bougie de Fréquence 2 s'illumine sur le rituel chant et coupu de gâteaux. Fréquence 2 reste une chaîne nationale et pendant longtemps, c'est vrai que nos activités étaient axées sur Abidjan. À partir de cette 30e bougie, l'objectif c'est d'aller au contact du public de l'intérieur du pays. C'est de la reconnaissance pour nos devanciers et de la reconnaissance pour nos auditeurs. De la meilleure des fréquences dans les années 90 à la fréquence jeune aujourd'hui, l'excellence est restée le dénominateur commun de Fréquence 2. L'exercice 2021 aura apporté la preuve de ce que nous comptons encore dans l'univers des FM et que malgré la concurrence, nous avons une place de choix. Un concert gratuit a été offert au public de Jacquesville et aux auditeurs. Voilà, reportage de Didier Nguesson. Joyeux anniversaire à Radio Fréquence 2. Puis la journée de la paix en Côte d'Ivoire sera commémorée le 15 novembre prochain pour les festivités de la 25e édition. Les autorités ont décidé de démarrer quelques jours avant avec plusieurs activités dont les réflexions scientifiques et les conférences inaugurales. Regard sur les défis de la cohésion nationale avec notre reporter Sidonie Davila. Comme chaque année, le 15 novembre est une occasion de célébrer la paix et d'en faire sa promotion. En vue de l'enraciner dans le quotidien des Ivoiriens, des réflexions, des exposés, des conférences, des panels sont au menu de cette célébration qui se veut beaucoup plus pédagogique. Des rencontres scientifiques, colloques, symposiums, forums, séminaires, conférences sont organisées régulièrement par la Fondation. Au plan international, la Fondation a lancé plusieurs initiatives pour la promotion de la culture de la paix. La plus emblématique est son soutien au prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, décerné par l'UNESCO. Invités à se prononcer au cours d'une conférence inaugurale, deux institutions, le médiateur de la République et le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Les missions et les initiatives de l'institution, le médiateur de la République, pour le maintien de la paix dans le pays ont été évoquées par sa secrétaire générale. Il convient donc de constater que toutes les institutions sont complémentaires dans la recherche d'une Côte d'Ivoire plus unie, solidaire et prospère. Eugène Aka Aweli, sur le thème « La paix, jeux et enjeux pour la Côte d'Ivoire » a permis de parcourir l'histoire contemporaine de la Côte d'Ivoire en matière de paix. Aujourd'hui, 60 années après les indépendances, la problématique de la paix se pose avec plus d'acuité et d'intensité. La paix, considérée comme une seconde religion, a été fortement fragilisée en raison de crises récurrentes qui ont secoué la nation. Ces graves événements ont permis de constater que la paix n'est pas une évidence. Elle n'est pas donnée. Si nous aspirons à la paix, alors il nous faut emprunter le chemin de la paix, créer les conditions de la paix.
Élèves, étudiants, cadres, autorités qui viennent s'abreuver à la source du savoir, cet intérêt porté aux célébrations de la paix témoigne certainement de leur volonté d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Et justement, dans le cadre de la célébration de cette journée, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le lundi 15 novembre 2021, Journée nationale de la paix, est déclarée jour férié chômé sur toute l'étendue du territoire national. On change de sujet pour parler cette fois de l'Assemblée générale constitutive de l'Union fraternelle des cadres élus du Grand Nord de Côte d'Ivoire, en abrégé UGN, qui a lieu aujourd'hui samedi. Mais après, une conférence a eu lieu hier vendredi sur le thème Grand Nord de la Côte d'Ivoire, zone de peuplement ancien et d'intégration, histoire de démontrer que l'UGN, qui regroupe les peuples de 11 régions, partage la même sphère géographique, historique et culturelle. Une conférence dite par Mamadou Bamba, professeur à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Kwadio Kwame, à Mississauga. Esplanade du Centre culturel de Kogogo, espace choisi pour la conférence d'introduction de l'Assemblée générale constitutive de l'Union fraternelle des élus et cadres du Grand Nord. Conférence dont le thème est le Grand Nord, région de peuplement ancien et d'intégration réussie. Conférence dite par le professeur Bamba Mamadou de l'université Alassane Ouattara, historien, devant un parterre de personnalités venues des 11 régions du Nord. Pour le conférencier, des unions ont été mises sur pied depuis l'époque coloniale. Déjà en 1946, il y a eu l'union des 6 cercles de l'Ouest, voilà. Et ensuite, il y a eu également l'Union fraternelle des Aladiens. Tout ça se trouve dans les archives. S'agissant du peuplement, les Gours occupent le nord de la Côte d'Ivoire depuis les 7e et 8e siècles. Le conférencier appelle à relever de nouveaux défis pour le développement afin de permettre à la jeune génération d'avoir des bases solides pour avancer. Pour tous les cadres du Grand Nord qui veulent effectivement impulser un développement, ils doivent d'abord maintenir la cohésion, ensuite impulser des infrastructures socio-éducatives, n'est-ce pas, pour permettre aux enfants d'apprendre également dans de bonnes conditions. Il y a également d'autres défis. Il faut naturellement sensibiliser, n'est-ce pas, les zones transfrontalières, parce qu'avec l'avancée du terrorisme, l'avancée du djihadisme, il est plus que nécessaire, n'est-ce pas, de sensibiliser les populations pour ne pas que ces zones-là puissent être des terroirs fertiles, n'est-ce pas, ce genre d'activités qui, n'est-ce pas, ne font que retarder le développement du pays. Pour les participants à cette conférence, les arguments sont tous trouvés pour consolider les liens avec leurs frères ivoiriens. Et nous constatons que bien avant le 7e siècle, cette zone était occupée par des peuples qui ont tissé des relations de bon voisinage, de coexistence pacifique. C'est ce qui a fait dire que ça a été une zone d'intégration réussie. Nous ferons en sorte à ce que cette histoire soit développée et qu'elle soit mieux connue, aussi bien par les habitants des zones du Nord que par tous les Ivoiriens. C'est aujourd'hui samedi que s'ouvre l'Assemblée générale constitutive de l'Union fraternelle des élus et cadres du Grand Nord à Korogo. Et continuons de parler de ces rencontres qui ont lieu entre les cadres. Ceux de Noumousso Fassorola dans la sous-préfecture de Ouangolo-Dougou entendent mutualiser leurs efforts pour le développement de leur localité. Ils ont appelé tous les fils et filles de leur localité à travailler à la consolidation de la paix pour le développement de leur village. Kader Sogodogo. Situé à 19 km de Ouangolo-Dougou, le village de Noumousso Fassorola œuvre pour son développement. Pour y arriver, les cadres de ce village ont décidé de mutualiser leurs efforts à travers la mise en place d'une mutuelle de développement, mutuelle dénommée Mudenfa. Lors de la cérémonie d'investiture du président et de son bureau, les initiateurs expliquent aux populations les raisons de la création de la mutuelle de développement de Noumousso Fassorola, les objectifs visés et les projets en cours de réalisation afin de réussir le désenclavement de leur localité. La mutuelle, qui est un instrument de développement
C'est-à-dire que c'est à travers la mutuelle que chacun de nous va apporter sa contribution, qu'elle soit financière, matérielle, morale, pour qu'ensemble, nous puissions prendre les problèmes du village et les résoudre progressivement. Pour le député de Ouangolodougou, Drissa Traoré, parrain de la cérémonie d'investiture, sa présence n'est rien d'autre que la manifestation de son soutien aux initiatives qui mettent en exergue l'union, la solidarité et la fraternité. Le premier souci d'un élu doit être le bien-être des populations. C'est pour cette raison que nous nous attelons à être au rendez-vous partout où il s'agit de cohésion et du rassemblement, afin qu'ensemble, nous regardons dans la même direction que le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Après la cérémonie d'investiture, les membres de la MUDENFA entendent œuvrer à la mise en place d'infrastructures socio-économiques dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'électrification, de l'adduction en eau potable et des routes. Aussi, ces membres se sont fixés pour mission de promouvoir la paix et la cohésion sociale entre les enfants de Noumousso face au Rola. Et puis dans l'actualité internationale, regard sur la France. Le 13 novembre 2015, des attaques visaient le Stade de France, des terrasses et la salle du Bataclan à Paris. Attentats revendiqués par l'organisation terroriste État islamique Daesh. L'instant sera donc au souvenir ce 13 novembre en France. Chaque année, des commémorations, notons-le, se tiennent à cette date en mémoire des victimes tombées ce jour sous les balles des terroristes. Et juste avant de refermer les pages de cette édition, cette information, le journal de 20h de ce samedi 13 novembre 2021 aura lieu à 21h15 en raison du match Côte d'Ivoire-Mozambique comptant pour les éliminatoires du Mondial 2022. Bonne chance à nos pachydermes. C'est la fin de cette édition. Dieu garde la Côte d'Ivoire.